fonctionne depuis 5 ans, dont les actes seront publiés aux éditions pluridisciplinaires Atomos, avec le soutien du CNRS, avec une préface du généticien Pierre-Marc de Bielzi au mois de septembre prochain. C'est un séminaire qui se poursuit donc pour sa stance numéro 2, 5 ans supplémentaires cette année, donc c'est tout à fait intéressant, ça permet d'aller plus avant. De quoi s'agit-il dans ce séminaire? Donc, proposer, on va dire, un ensemble et toute une composition de connaissances autour du dessin, mais beaucoup plus de travailler la verticalité et la profondeur du dessin, c'est-à-dire de proposer une épistémologie en coupe du dessin, c'est-à-dire de comprendre comment les connaissances sont produites autour du dessin, comment elles sont engendrées et comment est-ce qu'éventuellement on est susceptible de poser un certain nombre de jugements et d'étudier les différents types de valeurs qui sont portées à poser sur le dessin. Ce qui m'intéresse dans ce séminaire, c'est moins tant de proposer des définitions, je le répète, du dessin, que d'essayer de savoir comment est-ce qu'il est identifié, ce qui n'est pas du tout la même chose, comment est-ce qu'on le désigne, et donc les questions lexicales sont assez fondatrices, et comment est-ce que, bien évidemment, il est qualifié, mais la question aussi de la quantification du dessin m'intéresse. On attrape le dessin d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire qu'on regarde le dessin tel que les concepts le disent et le désignent, non, pas de béquille. On regarde les concepts courants, les concepts métaphysiques. On regarde les différents types d'interprétations qui sur lui sont posées, des interprétations savantes et ou des interprétations vernaculaires. Et puis brodélienne, je suis très attentive à des lectures sur le temps long, sur l'épaisseur du temps, sur la longue durée, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur une stance chronologique assez lourde, assez large, qui démarre finalement au cours des années 1880 pour se terminer à ce matin, il y a un instant, donc à la fois la longue durée et en même temps réfléchir à ce que la contemporanéité fait à nos mots, une contemporanéité qui peut être ultra, voire éventuellement extrême. Pour travailler la boîte à outils que j'utilise est la suivante, à la fois des outils théoriques qui sont tout à fait disciplinaires, pluridisciplinaires, transdisciplinaires, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie et de la génétique, et également des outils pratiques, des instruments que j'utilise et que je mets sur la table, des sources premières qui permettent de déconstruire véritablement les appareils, les dispositifs, les displays, des sources secondaires qui permettent d'appréhender, notamment par la presse, les situations phénoménologiques qui sont portées sur le dessin, et des sources tertiaires qui permettent d'entendre le storytelling des différents acteurs que je convoque dans ce séminaire et qui proposent des narrations, des autonarrations, des récits au carrefour du langage, du discours et de l'événement. À l'intérieur de ce dispositif d'outils pratiques, je travaille sur 2 types de répertoires, à la fois des œuvres dessinées, graphées, signées, codées, qui sont patrimonialisées, sanctuarisées, légitimées dans des institutions muséales, et je réfléchis à ce processus d'effet de lieu bourdieusien, à ce processus de sanctuarisation des œuvres, et également, et j'allais dire mon goût personnel me porte davantage de ce côté-là, je réfléchis aux dessins tels qu'ils sont encore éventuellement in progress, c'est-à-dire en train de surgir, ou éventuellement encore dans la tête de l'artiste qui y réfléchit. La question du dessin, donc, elle m'intéresse en tant que telle, et en même temps, comme le dessin est par essence inachevé, inabouti, je considère que c'est un objet qu'il s'agit de cerner, de maîtriser, et en même temps, le cernant, le maîtrisant, il produit en tout cas un premier type de réflexion qui me permet de creuser plus avant la question de qu'est-ce qui se passe avant la création. Et je postule que ce qui se passe avant la création, ce serait peut-être ce premier ductus, ce premier signe, ce premier code, ce premier graphe qui serait posé sur la feuille de papier et ou éventuellement ailleurs à un autre endroit. Ce séminaire, je l'organise de 2 façons, c'est-à-dire à la fois en pratiquant la méthode quantitative et la méthode qualitative, à la fois en étant une esthéticienne, une historienne culturaliste et une historienne de l'art. Ça veut dire que je regarde les dessins du côté finalement de la société civile, c'est-à-dire le dessin dans l'espace public et également le dessin dans l'espace privé.
Regardant le dessin dans l'espace public, c'est-à-dire que je regarde comment est-ce que le dessin est traversé, choqué, bouleversé, mis à mal éventuellement par toute une série de facteurs, des facteurs politiques, des facteurs économiques, des facteurs sociaux, des facteurs éventuellement techniques aussi, et surtout des facteurs générationnels. Je postule que la question de la génération est tout à fait fondamentale dans les questions qui me retiennent. Et sur le qualitatif, indépendamment de rentrer dans des questions autour du beau et de désigner ce qui est beau et ce qui éventuellement ne l'est pas, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce que le dessin fait à l'orbe privé de chacun d'entre nous. Où est-ce que le dessin trouve sa place dans la sensibilité personnelle, sensibilité personnelle du créateur, du producteur du dessin, et sensibilité personnelle aussi, bien évidemment, de celui qui regarde, aime, déteste, éventuellement refoule, méprise, a envie de partir devant un dessin. Le séminaire, je l'organise de la façon suivante. Obsédé par le rythme ternaire, parce qu'il fonctionne bien, j'agis de la manière suivante. Premièrement, je réfléchis à un certain nombre de pratiques culturelles sur le dessin. Ce faisant, ça me permet d'étudier essentiellement 3 points, c'est-à-dire les lieux du dessin, les figures totémiques du dessin et les médias du dessin. Les lieux, c'est-à-dire que je regarde toujours de façon binaire, peut-être un peu marxisante, les lieux qui aident et les lieux qui empêchent. Cette semaine, c'est la semaine du dessin. On peut imaginer qu'il s'agit là et d'une temporalité et qu'il y a toute une série de lieux propulseurs, lanceurs du dessin, mais il y a certainement aussi des lieux empêcheurs qui constituent des impedimenta, des facteurs bloquants pour le dessin. Réfléchir aux figures totémiques du dessin, là aussi j'installe la binarité, il y a tous ceux qui promeuvent le dessin. Vous tous ici qui vous y intéressez, des galéristes, des curateurs, des commissaires, des chercheurs, des attachés de presse, tout ce qu'on veut, toute une série de personnes qui sont là pour promouvoir le dessin, et puis il y a aussi tous ceux qui sont là pour éventuellement empêcher, mettre le pied dans la porte pour que le dessin ne fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à attraper ces empêcheurs pendant les 5 ans, ça fait partie d'une des choses qui m'intéresse, faire venir ici quelqu'un qui m'explique pourquoi il s'acharne définitivement et avec autant d'opiniâtreté éventuellement à empêcher le dessin de s'installer dans l'espace qui lui revient. Et troisièmement, j'essaye de réfléchir sur la question des médias qui participent à la circulation du dessin, c'est-à-dire comment s'organisent et où des bulletins, et où des revues, et où des sites, et où des réseaux sociaux qui participent à cette circulation du dessin. Deuxième partie du séminaire, et c'est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc j'y reviens tout de suite, je passe tout de suite à la troisième partie. La troisième partie, c'est donc un artiste que je fais venir ici et qui raconte sa pratique du dessin, le statut qu'il affecte au dessin, la temporalité de son dessin, son temps au dessin, son rapport au dessin, la catharsis éventuellement que le dessin peut produire sur son travail personnel. Mais la deuxième partie de ce séminaire, elle est consacrée aux différents types d'interprétations qui sont proposées sur le dessin. Est resté, on va dire, le domaine des historiens de l'art. Tout ce qui peut, donc, le dessin est resté très longtemps, donc véritablement l'apanage des historiens de l'art. Et il me semble, en refusant tout effet de généralisation, qu'il regardait parfois le dessin comme simplement un décor, un motif, un ornement. En tout cas, je reprends cette notion de motif comme quelque chose d'ancillaire à l'œuvre dans sa totalité. Cette façon d'attraper le dessin ne me convenait pas, et donc j'ai décidé dans ce séminaire de faire discuter le dessin par une communauté scientifique pluridisciplinaire. Des historiens de l'art, des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, théoriquement aujourd'hui des musiciens, des ethnologues, bref, une communauté diverse. Pourquoi ? Parce que chacun désigne le dessin d'une façon différente, utilise un vocabulaire et une grammaire différente, affecte une place, un lieu, une temporalité différente au dessin, et c'est ça qui m'intéresse. Donc aujourd'hui nous en sommes dans son cycle 2. Dans ce cycle 2, on a terminé le cycle 1 sur les pratiques culturelles, en réfléchissant aux icônes des galeries, en réfléchissant à une fondation promouvant le dessin, en réfléchissant à un média, le drawer, aidant le dessin. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? En réfléchissant à un collectionneur qui collectionnait des dessins, un peu à la manière d'un prédateur des dessins et en même temps un prédateur généreux
dans la mesure où il a envie de partager, de restituer sa passion du dessin. Dans la partie numéro 2, pour l'instant, simplement des historiens de l'art et des historiens. Et donc aujourd'hui, la fois d'après, je crois que je fais venir mon camarade Nicolas Donin, qui est à l'IRCAM, et donc qui est musicologue. Aujourd'hui, théoriquement, Philippe Kong, psychanalyste, que je ne connais pas, qui doit nous rejoindre dans quelques instants, mais qui, pour l'instant, eh bien, est non pas remplacé, mais si, non pas remplacé, non, vous venez en totalité de vous-même pour parler avec moi de la question des dessins de rêve. Alors, voilà comment j'avais envie qu'on organise la séance d'aujourd'hui. Oui. Oh, c'est ici. Il est ici. Et voilà. Et voilà. Comment ça va? Vous avez galéré dans le taxi? Ça va? Un peu. Voilà, je t'ai remplacé. Pour commencer à faire une conférence. Est-ce que tu t'es arrivé? Je te laisse ma place si tu veux. Est-ce que vous avez des questions? Non. On arrive parce qu'on s'est demandé si Alexandre était pas votre hologramme. Bon, alors j'ai essayé de dire des choses remarquables qui vous seront, que vous n'aurez pas, voilà, qui vous seront transmises là. Bien, donc aujourd'hui, on parle des dessins de rêve. Donc je ne suis pas psychanalyste, je n'ai pas suivi d'analyse, mais en historienne, je suis une lectrice assez passionnée et un peu compulsive, je dois l'avouer. Donc j'ai lu Freud et Lacan. Alors pour la séance d'aujourd'hui, je les ai relus avec évidemment toutes les incompétences qui sont les miennes, qui sont celles de la non-experte, mais en même temps avec la joie de les redécouvrir et en décidant aussi de les angler sur la pensée des saints et bachelardienne inconditionnelle, de les chaîner aussi à la question des songes et à la question du rêve, des rêves. Alors avant de laisser la parole à Philippe Kong qui vient nous rejoindre, un petit peu en manière de note liminaire, j'avais envie de faire une argumentation, alors avec certainement, et je m'en excuse tout de suite, des monceaux d'erreurs lexicales, j'espère dire pas trop d'âneries sur les contenus, mais je voudrais donc faire cette note séminale en allant dans trois directions qui sont sur des répertoires différenciés, qui, à mon avis, ça nous permettra de lancer la discussion qui, moi, m'intéresse, et donc je l'angle du côté qui m'intéresse, mais peut-être que Philippe, vous voudrez qu'on aille ailleurs. Premièrement, j'aimerais bien qu'on parle de la question des rébus, parce que rébus versus dessin versus rêve, on est directement to the point. Deuxièmement, j'aimerais qu'on parle de la question des dessins des rêves d'enfants. Peut-être que d'un point de vue temporel, parler de cela qui me paraît être un univers en soi et par lui-même constitue une sorte d'écosystème particulier était une affaire qui était intéressante. Et troisièmement, et là peut-être que je suis davantage dans mon jardin, quoique je n'ai pas de jardin en particulier, j'aime plutôt arpenter des endroits très différents, c'était de réfléchir à la façon dont l'histoire de l'art se saisit peut-être des dessins de rêve. Et qu'est-ce que les historiens font de ces dessins de rêve, de ces carnets de rêve, et comment est-ce qu'ils les analysent, et me semble-t-il peut-être parfois en pointant, sans porter de jugement, pas directement dans la chair des dessins en question. Alors, mais en introduction, j'avais envie de poser deux points, en introduction, deux points un peu différents. Premièrement, d'un trait, parce que c'était amusant, quand on rêve de dessin, qu'est-ce que cela signifie? Et je suis tombée sur un article du New Yorker qui faisait un micro-point là-dessus, donc ça ramasse, on va dire, toutes les légendes urbaines, un peu n'importe quoistes qui traînent sur la question, mais c'était peut-être pas si bête, et Philippe nous dira de quoi il s'agit. Et deuxièmement, aussi un peu à la manière d'une provocation, et pour casser le rythme dès le démarrage, comme ça après je reprendrai mon souffle, qui est de se poser la question si les interprétations de rêve, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, en 2018, on peut considérer que cela compose un objet historique actuel, contemporain et efficace, également aussi pour votre profession. Et pour tout le monde, d'ailleurs, de façon générale. Premièrement, la question de l'interprétation et des significations du dessin. Donc ça m'a fait rigoler de lire cet article, donc je ne sais plus si c'est dans le Guardian, je crois que je l'ai vu, qui était que quand on rêve d'un dessin, qu'est-ce que cela veut dire que de rêver de dessin? Si par exemple le dessin est inachevé, donc le Guardian plutôt disait que cela signifie que nos projets vont échouer.
Si au contraire le dessin est terminé, cela voudrait dire que cela annonce la réussite. Voir un dessin en rêve, cela pourrait signifier aussi, selon le contexte, que des objets, toute une série d'objets noirs, des objets, des impedimenta, des obstacles, des rochers, des cailloux, viennent se mettre sur votre chemin. Tout ça, c'est un peu genre de l'ordre de l'astrologie, enfin, ça me fait un peu rigoler. Deuxième interprétation du rêve dessin, se voir faire un dessin la nuit pourrait constituer éventuellement un signal indiquant que c'est le moment de surveiller et de surveiller de près donc notre fiscalité et notre argent. Voir un dessin de plan, hein, c'est pas moi qui parle, je fais une restitution, hein, un prétexte de ce que j'ai lu, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit qu'on était sur El Astro, mais pourquoi pas, enfin je veux dire, je le prends pour ce que c'est dit, je dis que les récits vernaculaires m'intéressaient aussi. Voir pendant son rêve un plan, par exemple, indiquerait, dit Six Guardian, qu'il y aurait une mauvaise nouvelle, éventuellement, qui arriverait. Voir un dessin dans un carton, cela signifierait que le projet qu'on a en tête et qu'on a à l'esprit est éventuellement ajourné, repoussé, laissé symboliquement dans le carton. Si le dessin est sur la table, ça signifie au contraire que vos projets sont in progress, en cours d'exécution. Et si jamais les dessins dont vous rêvez la nuit, à moins que vous ne rêviez le jour, je n'en sais rien, on parlera tout le temps de cette question diurne, nocturne ce matin, je pense, s'ils sont dans un cadre, cela veut dire qu'on aurait des pensées spirituelles. Et si on se voit soi-même dessiner, ou si, et c'est toujours soi qui dessinons, eh bien cela voudrait dire que donc on aime les arts. Cette pensée très très complexe, je la pose juste en tête, mais elle est amusante quand elle rencontre, je répète, un certain nombre de légendes urbaines. Concernant les interprétations de rêve, et savoir si elles sont utiles, là, sinon enfoncer des portes ouvertes, c'est simplement nettoyer la place de la discussion pour ensuite aller plus loin. Et ça me permettait, là aussi, par des choses assez rapides, de revenir sur Freud et ses disciples d'abord, deuxièmement sur Jung, ensuite sur Lacan, ensuite sur les neuropsychiatres, et de proposer un certain nombre de conclusions. Donc vous imaginez bien que si on est là ce matin, c'est qu'on peut imaginer que les interprétations de rêve sont peut-être utiles pour notre travail. Ciao. Alors, la question donc des interprétations de rêve sont-elles utiles? Chez Freud et ses disciples, il avance trois choses: l'interprétation freudienne par association d'idées, l'interprétation freudienne par symbole et par jeu de mots, et troisièmement, l'interprétation des rêves pénibles. Pour Freud, et donc je dis les choses très rapidement, et je m'excuse pour les experts qui connaissent ça très bien, pour Freud, en fait, le rêve dont on se souvient, c'est le produit final d'un travail du rêve, c'est le travestissement d'un souhait dont le rêveur n'ose pas prendre conscience. Freud, en fait, qui ne manque jamais de chercher à convaincre par les comparaisons, écrit la chose suivante: la tâche est comparable à la solution d'un de ces jeux d'enfants appelés puzzle. Là, un dessin coloré, qui est collé sur une planchette de bois et rentre exactement dans un cadre de bois, a été découpé en de nombreux morceaux qui sont délimités par les lignes courbes les plus irrégulières qui soient. Si on réussit à ordonner le tas désordonné de plaquettes de bois, dont chacune porte un morceau incompréhensible d'emboîtement et que l'ensemble emplisse tout le cadre, si toutes ces conditions sont remplies, on sait alors qu'on a trouvé la solution du puzzle et qu'il n'y en a pas d'autre. La métaphore du puzzle, je la retiens aussi, puzzle versus dessin, ça m'intéresse, parce qu'elle illustre parfaitement, me semble-t-il, la conception freudienne. Premièrement, le rêve dont on se souvient, le rêve manifeste et trompeur. Il faut, écrit Freud, s'en soucier le moins possible, et je cite toujours, chercher le sens caché de chacun des fragments. Deuxièmement, le véritable contenu existe dans l'inconscient avant qu'intervienne le travail du rêve. Travail comparable au découpage d'une image pour en faire les pièces d'un puzzle. La raison de la réduction en morceaux du véritable contenu par l'inconscient est de rendre ce contenu méconnaissable pour le rêveur, de telle sorte qu'il puisse continuer à dormir. Troisièmement, mais là peut-être que Philippe ne va pas dire ça, le travail du psychanalyste est de reconstituer précisément le véritable contenu qui était au départ du rêve, exactement comme on reconstitue l'image d'un puzzle. Quatrièmement, pour que les morceaux deviennent compréhensibles, celui qui a rêvé doit faire des associations à partir de chacun d'eux, et ensuite, avec l'aide de l'analyste freudien, il faut ajuster, agencer les morceaux jusqu'à constituer un ensemble cohérent. Quand cette procédure a permis d'obtenir une histoire cohérente, enfin, je mets cohérente entre guillemets,
on détient la véritable signification, soit le contenu latent, et sic, il n'y en a pas d'autre. Des questions, me semble-t-il, alors essentielles surgissent alors, et 3 questions. Première question, est-ce qu'il faut examiner tous les éléments du rêve manifeste? Oui, en principe, mais en pratique, l'analyste attire l'attention sur l'un ou sur l'autre. Tantôt, il se contente d'une image, d'un mot, tantôt, il examine tour à tour les différents éléments. Deuxième question, combien faut-il faire d'associations? Le critère est le sentiment qu'on a la solution du puzzle, sic. Tantôt, Freud se contente de l'une ou l'autre association, tantôt, il les multiplie considérablement. Troisième question, lorsqu'on a obtenu un contenu latent, ne peut-on pas en imaginer d'autres à partir des mêmes éléments du rêve? C'est précisément la question à partir de laquelle Freud va se disputer avec un certain nombre de ses disciples. J'en reparle tout de suite. Deuxièmement, l'interprétation freudienne par les symboles et par les jeux de mots. En 1911, Freud écrit, et je le cite, « Grâce à la connaissance de la symbolique du rêve, il est possible de comprendre le sens de tel ou tel élément du contenu de rêve, ou de tel ou tel fragment du rêve, ou quelquefois même de rêves entiers, sans être forcé d'interroger le rêveur sur ses idées incidentes. Nous nous rapprochons ainsi de l'idéal populaire d'une traduction du rêve, et remontons par ailleurs à la technique d'interprétation des peuples anciens, pour lesquels interprétation du rêve et interprétation par la symbolique étaient identiques. » Fin de citation. Au fil du temps, Freud ne prendra plus la peine de faire produire beaucoup d'associations d'idées avant d'interpréter un rêve, un acte manqué ou un trouble mental. Les associations libres aboutissant immanquablement à la même solution du puzzle, sexualité, Oedipe, Freud fera de plus en plus d'interprétation à l'emporte-pièce. Ces interprétations des rêves pénibles, ça m'intéresse et je voudrais qu'on en parle avec Philippe tout de suite. Encore une citation. Freud dit, écrit plutôt, « C'est vrai qu'il existe des rêves dont le contenu manifeste est des plus pénibles, mais a-t-on jamais essayé d'interpréter ces rêves, de dévoiler le contenu de leurs idées latentes? Lorsqu'on s'y applique, les objections tombent. Il est toujours possible que des rêves pénibles et des cauchemars se révèlent après l'interprétation comme étant eux aussi des accomplissements de désir. » Alors, j'avais dit Freud et ses disciples, 2,5 mots, toujours en tête, sur Adler et sur Stekel. Adler, considéré donc comme disciple de Freud, ce qui m'intéresse, et je voudrais le sentiment de Philippe là-dessus, c'est qu'il soulignait l'impact des conditions sociales dans la formation de la personnalité. Selon lui, on est toujours motivé par des valeurs et par des buts à atteindre, plutôt que continuellement travailler par la libido. Adler pensait que les rêves révèlent d'une certaine façon le style de vie de l'individu, en particulier des aspects de la personnalité, aspects qui seraient dissimulés aux alliés, aux autres. Les rêves, à ce moment-là, auraient une valeur, je trouve ça tout à fait intéressant, prospective, c'est-à-dire qu'ils seraient une manière de tentative pour résoudre des problèmes actuels auxquels on est confronté. Parfois, ils sont des illusions qui justifient de fuir des situations et qui dispensent de mettre en œuvre des solutions rationnelles. Donc ça m'intéresse. Deuxième chose, Stekel, c'est lui qui a proposé de tenir les réunions chez Freud, c'est lui qui est à l'origine de la Société psychanalytique de Vienne. Au début, largement, il suit Freud. Petit à petit, il adopte également les idées d'Adler. Et après, il propose autre chose. Qu'est-ce qu'il propose? Il écrit en 1911 que les patients rêvent dans le dialecte que le médecin utilise pour les traiter. Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Que les patients d'Adler rêvent de vainqueurs et de vaincus, et que ceux de Stadger rêvent d'érotisme urinaire. Il ajoutait avec humour, les miens, eux, ils rêvent du symbolisme de la mort et de la religion. Freud finira par reconnaître ce fait pour la plupart du rêve. Je cite Freud encore, si quelqu'un veut affirmer que la plupart des rêves exploitables dans l'analyse sont des rêves de complaisance et doivent leur apparition à la suggestion, il y a là, du point de vue analytique, rien à objecter. Deuxièmement, l'interprétation des rêves chez Jung, on est d'accord que tout ça c'est un coup de serpe, c'est pas grave, c'est juste pour poser l'attente et les piliers et après on discute. Après la rupture avec Adler, Stekel et les autres, Freud a resserré ses liens avec Jung. Celui-ci devient son dauphin et le premier successeur de l'Association internationale de psychanalyse. Après, conflit d'interprétation qui arrive, principal motif des sanctions, c'est l'importance trop grande accordée pour Jung à la sexualité. Pour Jung,
d'une phrase, et j'espère pas trop dite n'importe comment. Les rêves ont des fonctions multiples, et pas simplement la protection du sommeil. Cette notion du rêve voilure protecteur, elle m'intéresse, je voudrais que Philippe nous en parle. Ils peuvent mettre en scène des peurs autant que des désirs. Ils peuvent avoir une fonction prospective et créatrice. L'interprétation requiert à la fois une connaissance de l'histoire du rêveur, mais également des archétypes. Jung résume ainsi ce dernier point, et je le cite, la phrase m'intéresse. Les rêves sont constitués à un très haut degré d'un matériel collectif. Tout comme dans la mythologie et le folklore de différents peuples, certains motifs se répètent sous une forme presque identique. J'ai appelé ces motifs archétypes, et par ces mots, je désigne des formes ou des images de nature collective qui surviennent pratiquement partout sur Terre comme constituant des mythes et en même temps comme des produits autochtones, individuels, d'origine inconsciente. On peut présumer, cette question du motif, motif versus dessin, c'est important, on peut présumer que les motifs archétypiques dérivent de schémas de l'esprit humain qui sont transmis non seulement par tradition et migration, mais aussi par hérédité. 3. Chez Lacan, j'avance. Lacan a prôné le retour à Freud au départ, mais en fait, après, il a construit sa propre théorie, j'avance. Selon lui, le désir fondamental, c'est pas la libido. Je cite Lacan. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre, non pas tant parce que l'autre détient les clés de l'objet désiré, que parce que son premier objet est d'être reconnu par l'autre. Freud concevait l'inconscient comme une marmite bouillonnante de pulsions, le ça, maintenu par un couvercle, le surmoi. Lacan affirme « Freud n'avait que peu d'idées de ce que c'était que l'inconscient, mais il me semble qu'à le lire, on peut déduire qu'il pensait que c'était des effets signifiants. » Pour Lacan, la psychopathologie n'est qu'affaire de langage. Je cite « Le symptôme se résout tout entier dans une analyse de langage parce qu'il est lui-même structuré comme un langage, qu'il est langage dont la parole doit être délivrée. C'est aussi le cas du rêve. Le travail du rêve suit les lois du signifiant. C'est un peu de ça dont je voudrais qu'on parle de façon fondamentale aujourd'hui. En 1974, Lacan a résumé sa conception en 2 phrases. 1. J'attache énormément d'importance au jeu de mots, vous le savez. Ça me paraît la clé de la psychanalyse. Pour lui, la découverte des significations inconscientes se fait à la faveur de découpage. Cette notion de découpage m'intéresse. Et de combinaison. Combinaison versus collage, je voudrais qu'on en parle. Et de combinaison de mots, de signifiants, bien plutôt que par le décodage de symboles ou le rattachement à des événements du passé. Il faut, dit-il, se déprendre de l'illusion que le signifiant répond à la fonction de représenter le signifié. C'est la théorie de la primauté du signifiant. Avec Lacan, ce travail devient un jeu d'enfant. Il suffit finalement de jouer avec les homonymes. Le patient qui proteste d'être pris au mot sera soupçonné ou diagnostiqué homo-sexuel. Bon, les neuropsychiatres, c'est mon point 4, c'est intéressant parce que les recherches neurophysiologiques modernes, elles ont montré qu'il y a 2 types de rêves. Durant l'espace de sommeil profond, les rêves reflètent des préoccupations de la vie quotidienne. Pendant les phases de REM, on observe des rapid eye movements, des mouvements des yeux rapides. Le cerveau subit des décharges d'acétylcholine. Les centres émotionnels sont suractivés, tandis que la région préfrontale du cortex, dont dépend la pensée logique, est hors circuit. C'est à ce moment davantage que se produisent des rêves qui sont chargés, saturés d'émotions et souvent illogiques. Selon le neuropsychiatre Alan Hobson à Harvard, et c'est ça que je suis allée regarder de près, le cerveau donne du sens à des signaux d'origine interne et effectue tant bien que mal une interprétation de ces significations en utilisant des informations stockées, des restes du jour, des préoccupations persistantes, notamment des conflits non résolus, des souvenirs d'événements passés. C'est la théorie de l'activation-synthèse. Ça, j'ai trouvé ça très très bien, très intéressant. Je ne sais pas ce que Philippe en pense et s'il veut qu'on en parle tout à l'heure. Les bizarreries du rêve sont comparables à celles en fait qu'on observe dans les troubles neurologiques. Elles résultent non pas d'une censure, mais ce qui est intéressant, des synthèses. C'est ça qu'il dit comme mot, des synthèses imparfaites de données sensiromotrices traitées dans les conditions particulières du sommeil. En fait, pour Hobson, la majorité des rêves ne sont ni obscurs ni expurgés, mais ils sont au contraire clairs et comme bruts de fabrication. Il n'y a pas de lieu de distinguer contenu manifeste et contenu latent. Bon, en clair, vous voyez dans tout ça que, bien évidemment, il faut s'intéresser à l'interprétation des rêves. J'avance pour laisser la parole rapidement à Philippe Kong. C'est la question des rébus. Je me suis plongée là-dedans depuis une quinzaine de jours, qui m'a passionnée en lisant de près d'abord le psychologue Pinto
et ensuite une philosophe italienne dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Chiara Giundani et qui dit des choses formidables. Alors, j'avance, mais Pinto réfléchit aux langues à écriture non alphabétique. Il questionne le rébus de façon extraordinairement remarquable en mettant dos à dos Freud et Lacan, en disant véritablement, fondamentalement pour Freud, que le rêve est un rébus. Nos prédécesseurs ont commis la faute de vouloir l'interpréter en tant que dessin. Ça, cette question du rébus et du dessin chez Freud, bon, ça me plaît. 2. Lacan dit: telles les figures hors nature du bateau sur le toit ou de l'homme à tête de virgule expressément évoqué par Freud, les images du rêve ne sont à retenir que pour leur valeur de signifiant, c'est-à-dire pour ce qu'elles permettent d'épeler du proverbe proposé par le rébus du rêve. Cette structure du langage qui rend possible l'opération de la lecture est au principe de la signifiance du rêve. Alors après, il réfléchit aux hiéroglyphes égyptiens, tout ça m'a passionné, mais je suis obligée d'avancer. Et après, il propose une typologie, une cartographie que j'ai trouvée passionnante, qui sont de réfléchir par exemple aux rébus musicaux, où la phonétique est codée par de l'auditif non-verbal, aux rébus gustatifs, quand certaines préférences et aversions alimentaires, par exemple héritées de l'enfance, se révèlent à l'analyse reposée finalement sur des jeux de mots, des rébus olfactifs, des rébus tactiles. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et ensuite, il fait finalement la distinction pour les phénomènes psychiques humains entre l'interprétation décodage non contextuel et l'interprétation-déchiffrement contextuel. Il parle dans le premier cas essentiellement des éléments qui sont proposés par Barthes dans les éléments des sémiologies, et de l'autre côté, il parle de la question de la traduction et de la translittération. Tout ça m'a paru tout à fait intéressant. En rebond sur ce travail de Pinto, le travail donc de la philosophe Chiara Giundani. Elle est docteure en philosophie, elle travaille à Milan. Ses recherches ont porté surtout sur Proust et les liens qui unissent psychanalyse, esthétique et philosophie. Elle a eu la gentillesse de me transmettre son travail tout à fait intéressant qui s'appelle « Le rêve, virgule, une ressemblance dissemblable ». Cette question de la ressemblance dissemblable qui m'a paru tout à fait intéressant. Je vous livre juste l'abstract et les arêtes de poisson de son travail. L'abstract est le suivant, voici ce qu'elle postule. Le rêve ignore la consécution. Il simule des relations logiques par la condensation de plusieurs données en une seule vision. La ressemblance, au sens où ce terme est ordinaire employé, n'a pas de place dans le rêve. Ce qui se manifeste est une analogie, un « comme » entre guillemets. La figuration onirique n'est pas une copie, elle travaille tout au contraire des éléments hétérogènes dans un processus créateur et fugitif. Le rêve donne forme en déformant, la déformation fait partie de la représentation, le caractère mixte de la vision dénonce l'ambivalence du désir. Le dormeur au réveil détecte une ressemblance qui ne lui a pas été donnée, qui est de sa part une interprétation et qui le délivre d'une incertitude en restaurant des relations logiques au sein du souvenir. Après, elle fait 3 parties, et ça marche très bien avec Pinto. Grand 1, le rêve, rébus plus que dessin. 2, le rêve et sa logique. 3, au-delà du principe de causalité. J'avoue que cette question au-delà du principe de causalité m'a tout à fait intéressée. Un micro-mot là-dessus, parce qu'elle renvoie à Didier Huberman. Didier Huberman qui réfléchit à la notion de umformen, transformer. Verbe qui nous dit ici à la fois la formation et en même temps la déformation. Et j'aime beaucoup ce livre d'Huberman, Devant l'image, où il dit la chose suivante: la forme est donc perdue tant qu'on la conçoit comme étant séparée de ses déformations, comme quelque chose qui l'y précéderait. La ressemblance à l'œuvre dans l'expérience onirique n'inclinerait alors pas tant du côté de la conformité que du côté de la difformité, ou plutôt ce qui serait à l'œuvre serait un surgissement de la forme à travers la déformation. Freud met en crise la distinction radicale entre l'image qui ressemble et l'image qui déforme quand il insiste sur la coprésence de séries divergentes dans le rêve. Ça, je trouve ça extraordinairement intéressant. J'avance, donc l'original, la traduction, formation, transformation, déformation. Bon, le rêve chez l'enfant, j'ai pas le temps. J'avais lu un article très bien d'un psychologue qui s'appelle Jean-Marie Gauthier,
Ce que j'aimais bien, et j'aimerais qu'on parle avec Philippe, c'était de la question de l'innocence, hein, du rêve de l'enfant qui serait l'innocence. Je n'ai pas le temps. Bon. Et donc le recours au dessin chez l'enfant, précisément pour essayer de frôler cette innocence onirique qui me paraissait tout à fait intéressante. Et je termine en disant, dans cette introduction, comment l'histoire de l'art attrape finalement la question des dessins de l'art et l'attrape, mais finalement l'attrape pas très bien. Il y a un travail qui m'a intéressée, donc je ne suis pas là pour faire du name dropping, c'est pas la question, d'une fille qui a soutenu une thèse en Italie sur les cahiers de rêve, l'inconscient des artistes face à l'histoire de 1924 à 1956. Et c'est quelqu'un qui avait travaillé sur Jacqueline Lamba, sur la question du surréalisme. Et il m'a semblé que là, il y avait un vrai problème et j'avais envie de le résoudre ce matin avec Philippe Kong, parce qu'on ne peut pas analyser des cahiers de rêve en étant simplement quelqu'un qui regarde le résultat esthétique des dits carnets de rêve et en essayant de dire que ça propose éventuellement les résultats d'un imaginaire individuel qui serait traversé par une temporalité, en l'espèce 1924-1956. Proposer ça comme thèse, c'est le degré zéro de l'analyse. Il m'apparaît qu'un sujet comme celui-ci est forcément un sujet à écrire à quatre mains, et c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire maintenant en parlant de l'interprétation des dessins de rêve. Voilà. D'accord. Merci Agnès Calu de m'avoir invité aujourd'hui. Désolé pour le retard. Et impressionnant ce travail. Finalement, vous invitez nos oreilles à regarder l'horizon, et l'horizon, vous l'avez fait comme un espace infini. Heureusement, vous avez mis un point final quand même, parce que je crois que sur les rêves, tout le monde y a mis de sa sauce. Le rêve, ça fait parler. Alors, moi, je suis venu pour discuter, hein, j'ai improvisé, donc à partir de ce que vous avez dit, j'ai pris quelques notes, et je vais partir de là, et puis après, on peut peut-être... s'il y a d'autres points. De votre pratique, si vous voulez bien, voilà, c'est aussi. Ça. En fait, je saurais parler qu'à partir de ma pratique oui. clinique, c'est-à-dire... alors, pour tout ce qui est dessin... Est-ce que vous voulez bien juste parler de votre projet, votre trajet, en tête, comment vous venez à ça, et comme ça, sachant d'où vous parlez, ce que vous faites, ce qui vous intéresse et ce qui vous retient prioritairement, on comprendra mieux ce que vous allez nous dire. Et après, voilà, juste parce que je ne vous ai pas présenté et je m'en excuse. Ah d'accord, très bien. Et donc bien qu'on sache qui vous êtes et ce qui vous intéresse particulièrement dans votre travail. Je vais essayer de le faire rapidement. En fait, je suis arrivé en France, moi je suis né au Cambodge, hein, donc je suis Boat People, donc je suis arrivé à Paris, j'avais 6 ans, en 1977. J'ai fait mes études, donc chimie et école de commerce, et j'ai travaillé d'abord chez Thomson dans le nucléaire, les simulateurs de centrales nucléaires, simulateurs de salles de contrôle pour la formation des opérateurs. Donc j'ai travaillé d'abord au Japon, puis ensuite, responsable de zone Asie, donc ça va de la Chine jusqu'à l'Australie, mais là c'est pour l'énergie thermique, charbon. Mais j'avais commencé une analyse, toujours de souffrance. Hein. Bon, je pense qu'on prend toujours cette porte-là quand on va en analyse, mais une souffrance en cache une autre. Hein. Donc je n'avais pas évalué à quel point l'exil et le génocide primaire faisaient partie aussi de ma demande d'analyse, sans que je le sache. Ce qui fait que l'analyse a été très longue, qu'elle a toujours continué, et qu'elle m'a toujours soutenu, et que j'en ai besoin. Mais très tôt, au bout de 3 années, j'ai décidé d'être analyste à mon tour. Donc on m'a dit, calmez-vous. Ça a été le premier conseil. Donc du coup, j'ai fait ce qu'on m'avait conseillé ou suggéré. Donc j'ai repris mes études, j'ai fait une licence, une licence maîtrise DESS de psychologie comportementaliste à Paris 8. Et j'ai fait un DEA et un doctorat de psychanalyse à Paris 7. Avec Paul-Laurent Assaut. Est-ce que c'était juste est-ce que vous avez été triste d'abandonner ce premier parcours? Est-ce qu'il y a une coupure nette ou est-ce qu'il y a encore des chemins entre votre première vie professionnelle et ce que vous faites maintenant? Comment le premier morceau nourrit
ce saut dans la psychanalyse? Non, En fait, c'est une première brique qui a disparu? Disons que tout ce parcours, c'est un parcours de symptomatique, dû à, comment dire, dû à une aliénation à un certain destin et à un certain désir des parents, qui veulent une certaine réussite. Voilà. D'accord. Après, il y a un renoncement, et je me rappelle très bien de cette phrase de ma psy qui m'a toujours sidéré, parce que je ne l'ai jamais vraiment comprise. Une fois, elle est intervenue en me disant « Et c'est peut-être pas simple non plus ce que vous avez quitté pour la psychanalyse ». Et moi, j'étais atterré, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Finalement, pour elle, c'était quelque chose, cette carrière. Pour moi, ça ne l'était pas. Voilà. Donc, oui, donc je l'avais quitté d'ailleurs sur une modalité très simple en disant qu'il y avait trop de confort entre nous deux dans l'analyse. Et j'avais choisi quelqu'un d'autre. Et elle m'avait dit mais oui, vous avez raison, c'est un excellent choix, allez-y. Et c'est donc comme ça que j'ai eu 4 psychanalystes qui ont vraiment compté dans ma vie. Je ne sais pas si on les nomme ou pas. Mais si, vous Si on peut les nommer. faites ce que vous voulez. Donc la première, c'était Dominique Vidaillé. Plus tard, j'apprendrai qu'elle est à l'ACF. Dites pour tout le monde ici bien ce que c'est. L'ACF, qu'est-ce que c'est? L'association de la cause freudienne. D'accord. Cause freudienne. Cause freudienne. C'est une organisation un peu tentaculaire, celle de Jacques-Alain Miller. Donc le deuxième, ça a été Pierre Lavaux. Le troisième, personne ne le connaîtra parce qu'il était au Japon quand je suis resté 2 ans au Japon. Il s'appelle Yuel, c'est un Belge qui m'a été recommandé par l'ambassade. J'ai fait des choses avec lui que jamais un psychanalyste parisien ne ferait. Donc il nous invitait, on sortait dîner ensemble, etc. Enfin, des choses comme ça. Je suis revenu à Paris, évidemment. Bon, je ne vais pas raconter ma vie. Mais si, mais non, moi, ce trajet, pardonnez-moi, c'est vraiment ce trajet personnel, cette biographie-là, j'y tiens beaucoup, parce que vous entendant raconter cette biographie-là, ce sera depuis ce point de vue-là que vous nous livrez, aussi bien évidemment avec la science et l'expertise qui est la vôtre, mais la science et l'expertise qui est la vôtre traversée par votre trajet personnel, ce que vous nous donneriez à écouter ce matin. Donc avec Pierre Lavaux, j'avais terminé mon analyse sur un rêve compliqué, mais une phrase que j'ai pu énoncer le matin après le rêve, c'est-à-dire au moment du petit déjeuner, je l'adresse à une personne et la phrase me vient comme ça, j'entends mieux la vie. Et donc je l'ai dit à Pierre Lavaux et il me dit très bien, vous vous soutiendrez de cet énoncé signifiant dans votre pratique. J'entends mieux la vie. Bon, les foudres du destin ont fait qu'il a fallu que je reprenne une analyse, parce que c'est jamais... Une analyse ne vous garantit jamais les foudres du destin ou de la dureté de la vie. À un moment, ce que vous avez construit, il faut le remettre à l'ouvrage et le reconstruire, le poursuivre. C'est ça, avancer dans la vie. C'est ça le miracle de vivre. Donc finalement, j'ai entrepris une autre cure avec Philippe Julien. Voilà. Lui, il a vraiment compté pour moi. C'est vraiment mon psychanalyste, qui était un peu mon grand-père maternel dans le transfert, celui qui m'a élevé. Très particulier, Philippe Julien. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà lu ses ouvrages. Oui. Un jour, je l'ai traité d'homophobe, parce que je lui disais, enfin bon, c'est pas grave. Je l'ai traité d'homophobe, je ne sais plus de quoi d'autre je l'ai traité. Il m'a dit non, et je suis sorti de la cure. J'avais droit à 10 appels par jour de lui pendant des semaines. Il n'a pas lâché. Il est retourné. J'y suis retourné. Mais bon, voilà. Donc ça c'est un peu particulier, mais c'est Philippe Julien. Et, ah oui, le deuxième... mais aujourd'hui, je dois lui donner raison. J'ai pas pu lui donner raison de son vivant. Il me disait, il faudra aller revoir votre père et lui parler. Je lui disais non, sur le divan, je travaillerai la question du père. Je le trouverai symboliquement, etc. Il me dit, vous irez parler à votre père, le vrai, dans la vie. Et puis il avait cette manière, même à ses séminaires, de taper du poing sur la table. Hein. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé en institution. Donc j'ai travaillé côté dessin d'enfant, donc là on va recadrer tout de suite.
J'ai travaillé en CNPP à Agnières et chez Olga, Pardonnez-moi, je sais pas ce que centre médico-psychopédagogique, c'est-à-dire qui accueille les enfants, D'accord. la mère enceinte, par exemple, jusqu'à 18 ans. Ok. Hein. Mais principalement, vous avez les petits. 6, voilà, D'accord. 6, 13 ans. Donc j'ai pratiqué, enfin, parce que vous m'aviez dit rêve et dessin. Donc moi, dessin, ça m'évoque uniquement cette pratique parcellaire que j'ai du dessin avec les enfants dont je me suis occupé en tant que psychothérapeute en CNDP, donc, et aussi à la protection de l'enfance chez Olga Spitzer. Ah oui. C'est la seule, enfin c'est mon seul point d'entrée dans le dessin. On entre là. Oui. Parfait. Alors, je sais pas comment. Bon, Comment je vous vais voulez jeter faire? des Est-ce choses que- comme ça mais parce que vous- je vais Est-ce que suivre vous mes voulez mots. raconter, est-ce que vous voulez, je sais pas, d'un point de vue un peu générique, parler de ce dessin d'enfant et la façon dont vous le traitez, vous le pratiquez, est-ce qu'il vous gêne, comment est-ce qu'il constitue un outil, etc. Et ensuite, bien évidemment, sous la forme de l'anonymat, est-ce que vous voulez raconter des histoires spécifiques et la façon dont, autour des dessins, ça a levé, soulevé un certain nombre de questions et peut-être me donner votre sentiment, cette question du rébus. Merci pour cette Ça vous va? orientation, ça me permet de me remettre Ok. dedans. Alors, moi, je me rappelle d'un dessin qui m'a beaucoup frappé, Ouais. d'un enfant. Il avait pris un feutre noir, il avait fait tss comme ça. Est-ce que vous avez parfois, est-ce que vous avez quelquefois dessiné des choses? Est-ce Oui, que ça peut vous être oui. utile? Est-ce que c'est possible pour la caméra de suivre, allez. Ah mais non, vous êtes, Non, vous avez vous bien inquiétez ah, oui. Ah bah, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Pardon, je réfléchis même pas. Voilà, il faut imaginer un feutre plus épais et des traits plus épais. Donc, voilà le dessin de l'enfant, une grande simplicité. Qu'est-ce que c'est? J'ai posé la question à l'enfant, qu'as-tu dessiné là? Essayez d'imaginer. Il a dessiné la nuit, parce que c'est noir. C'est pas magnifique, d'une telle épure. Donc ce dessin, je l'ai chez moi. Mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est-à-dire que simplement avec un acte, l'acte de dessiner, il donne corps à ce signifiant nuit à partir d'un élément signifiant de la nuit, le noir. Est-ce que vous pouvez rappeler le display d'une séance avec avec un enfant? Comment ça se passe? C'est-à-dire à quel moment le dessin arrive dans la séance? Je veux dire, est-ce que le petit arrive, paf, vous lui dites, allez, Non, hop, non, non. voilà, peut-être expliquer la séance et justement ce dessin, il a surgi à quel moment de la séance et pourquoi vous convoquez le dessin? On comprendra peut-être encore mieux la nuit. En fait, de ma pratique, je n'ai jamais convoqué le dessin que pour une seule raison. Alors j'imagine qu'il y a d'autres raisons, hein, d'autres manières de faire, d'autres usages, mais dans ma pratique, c'est pour faire parler. C'est-à-dire c'est un support. Donc on dessine, et on parle, et on raconte avec des mots ce qu'on a dessiné, et on fait l'aller-retour. D'accord. Mais en fait, si vous permettez, de mon expérience, j'en suis arrivé à une conclusion, une méthode, si vous voulez, très simple pour travailler avec le dessin ou le rêve. On part de Freud et de Lacan, on fait du rêve ou du dessin un texte à lire, simplement. C'est-à-dire qu'on rajoute les mots. Donc un dessin ou un rêve qu'on verrait avec nos yeux n'a pas vraiment de valeur, si ce n'est des valeurs esthétiques, etc., de tableaux, etc., si vous voulez. Mais dès qu'il commence à être parlé par celui qui a dessiné et celui qui l'assiste, dans ce dialogue, dans cette dialectique, je dirais, il y a quelque chose qui va émerger, et quelque chose d'inédit qui va pouvoir se dire, et qui du coup va importer et aura une efficace, c'est-à-dire changer le cours de quelque chose. Donc, je ferai... Alors, comment faire du dessin ou du rêve un texte? Quand l'analysant vient en séance et qu'il vous raconte un rêve,
que je peux poser une question un peu Oui, idiote? allez-y, Est-ce que allez-y. si un enfant qui vient, est-ce que dans le cabinet, il y a aussi sa mère ou son père, ou il est tout seul avec vous? Alors, Parce que là, ça fait à ce moment-là un trilogue au lieu d'un duo, et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe aussi, cette médiation-là? alors, Si elle existe. Si, elle Voilà, existe, si elle existe évidemment. Quand on reçoit des enfants au cabinet, Oui. on reçoit les parents. Oui. Enfin, c'est au cas par cas. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Là, j'ai deux situations. Une ancienne, qui est terminée, où le père a essayé d'étrangler son fils lorsqu'il était nourrisson, parce qu'il trouvait qu'il braillait trop et que ça l'empêchait de travailler. Donc une mesure de protection a été mise en place. Et la mère s'est rappelée à ce moment-là que le père, et donc son mari, a essayé aussi de l'étrangler elle. Mais elle avait complètement refoulé ce fait, et c'est parce qu'il a commencé à vouloir étrangler son fils, à eux deux, qu'elle s'est dit, oh là là, ça y est, il faut que j'alerte, que je tire la sonnette d'alerte. Donc là, dans cette situation, j'ai toujours refusé de recevoir le père. Pour moi, c'était un espace, comme la protection de l'enfance, privilégié pour l'enfant, mais assorti d'une mesure où le père n'aurait pas possibilité de passer cet espace. Et ce choix était judicieux parce que l'enfant ne m'a pas été envoyé par le juge des enfants, mais par le psychiatre qui le suivait en libéral. Et le psychiatre m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu ne reçois pas le père, parce que tu aurais des informations supplémentaires. Et puis c'est un grand réalisateur en plus. Je dis, mais non, je ne le recevrai pas. Parce que mon patient, c'est cet enfant. Il ne faut pas que je dise le prénom. Donc c'est cet enfant, et qui finalement, alors pour la petite histoire, a fait un petit acte manqué. Des années plus tard, alors qu'aujourd'hui c'est un ado, il m'a envoyé récemment un SMS, mais qui était destiné à sa mère et pas à moi, avec une photo de lui, ado, puisque moi je l'ai connu qu'enfant. Donc j'ai répondu, est-ce pour moi? Il me dit, ah non, c'était pour ma maman. Mais il m'a répondu aussi, merci pour tout ce que vous avez fait, pour moi et ma maman, finalement. Donc je crois que plus tard, il aura quelque chose d'autre à travailler, c'est-à-dire la séparation de cette relation avec la mère, où ils font vraiment un binôme contre l'autre. La deuxième situation, elle est actuelle. C'est une petite fille dont il y a beaucoup de violence entre les parents. Et la question, c'est, la mère s'est séparée de son compagnon à la naissance de ses deux filles. Vraiment à la naissance de la première fille, parce qu'il déjà il donnait des coups de poing et tout dans son ventre quand elle était enceinte. Un père, comment dire, indigne. Donc, indigne. Et donc il s'est permis d'écrire sur ma page de séminaire Facebook, parce qu'il n'avait pas mes coordonnées, on ne voulait pas les lui donner. Il a trouvé mon numéro de téléphone, c'est pas difficile, parce qu'il a appris par sa fille, après 2 ans de thérapie, qu'elle me voyait. Et donc il m'a appelé et il m'a dit, vous ne pensez pas que vous auriez pu me prévenir, puisque vous recevez ma fille, qu'elle a que 9 ans? Alors je lui ai répondu que l'autorité parentale était partagée, et que sa mère avait tout à fait l'autorité parentale de me l'amener, et qu'en plus de ça, vu leurs soucis, je n'ai pas de... Enfin, je lui ai dit, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et il insistait, donc j'ai raccroché. Donc, c'est au cas par cas. En principe, en dehors de ce genre de situation qui me vient en tête, je reçois toujours le père, la mère, l'enfant dans un premier rendez-vous, et après je reçois séparément l'enfant. Et les parents, je ne les reçois plus. Parce que pour moi, il faut savoir qui est notre patient. Si c'est l'enfant, c'est son espace. Donc on ne peut pas laisser les parents contaminer cet espace, sauf si les parents veulent dire quelque chose d'important. Ils essayent de m'appeler souvent en dehors des séances. Est-ce que je pourrais vous appeler pour parler parce qu'il y a quelque chose? Je dis, non, je vous en parlerai en séance devant lui. Et si vous ne voulez pas le faire devant lui, je ne veux pas savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Donc il faut savoir quelle partie on prend, dans la vie d'ailleurs aussi. Et ces dessins, pardonnez-moi, ils sont donc vus par vous et par l'enfant, et c'est tout? Non, ils sont vus aussi par l'équipe. D'accord, oui. Juste voilà, simplement, qu'est-ce que vous en faites, et pour les analyser, pour les regarder, etc. C'est votre regard à vous, donc vous parlez d'une équipe, c'est une équipe au travail sur ce dessin.
qui en fait... Vous posez en fait la question de l'interprétation. Oui, comment on interprète un voilà. rêve, comment on interprète un dessin. Ça, voilà. Est-ce que vous la faites seule? Est-ce que vous la faites aussi, j'allais dire, presque en live avec le Alors petit qui est là on la aussi fait jamais seul parce qu'on ne sait pas interpréter. Aucun analyste ne sait interpréter correctement le rêve ou le dessin du dessinateur ou du rêveur. Parce que le meilleur interprète, c'est lui-même. C'est lui-même. Donc nous ne sommes que des facilitateurs. C'est-à-dire nous rendons l'ensemble des conditions possibles pour qu'il trouve les mots, pour qu'il trouve la traduction et le sens des mots, et qu'il construise. Alors là, Freud dirait construction dans l'analyse 1937, je crois de mémoire, que l'analyse co-construit. Lacan, lui, il laisserait tout du côté de l'analyse. Oui. Alors attendez, je me perds, je sais plus. Ah C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'était les deux cas. Et ensuite, comment vous faisiez comment vous faisiez seul? Ah oui, bien sûr. Quelqu'un peut quand il pour éviter Oui, donc les deux situations, vous avec votre patient et vous avec l'équipe et éventuellement les tensions, les contradictions qui sortent, qui naissent avec l'équipe suivant les différentes écoles aussi, ou est-ce que là, enfin je veux dire voilà, est-ce que dans l'équipe tout le monde se tape sur la gueule parce qu'il y a un freudien, un lacadien, quelqu'un d'autre, etc. Enfin, comment ça se passe pour le bien du patient? Je ne veux pas rentrer dans ce débat de la maltraitance institutionnelle. Non, c'est entre vous, voyez ce que je veux dire? C'est complexe. Agnès, ce que je propose, c'est de prendre cette remarque et de la découper, puisque tu aimes le terme de découpage. Découpage, collage. Tu l'as souvent utilisé, donc je le découpe. D'accord. Je vais le découper dans une situation plus clinique, c'est-à-dire quand en réunion de synthèse, on présente un dessin, et là... Est-ce que tu peux expliquer réunion de synthèse? Réunion de synthèse, c'est une juste réunion... parce qu'on ne sait pas tout, nous, comment ça se passe. Enfin, mais moi, je ne sais rien, pour le coup, je ne sais pas tout, je ne sais rien. Je sais pas dans un CMPP ou dans une institution, il y a souvent des moments où on se réunit ensemble pour parler. À l'hôpital, ils appellent ça une transmission, c'est-à-dire qu'il y a des transmissions infirmières, des transmissions entre médecins au sujet des patients. Okay. Donc en CMPP, on fait la même chose, on fait une réunion de synthèse où chaque thérapeute peut parler de l'enfant qu'il suit au reste de l'équipe. D'accord. Ça va? D'accord. Donc à ce moment-là, vous montrez un dessin et chacun y va de son interprétation. Et là, il peut y avoir ce que vous appelez, Agnès, tout à l'heure, des batailles entre freudiens, lacaniens, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur comment on interprète un dessin, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça raconte un dessin, etc. Et au final, at the end of the day, on leur dit tout simplement, celui qui donnera la conclusion, c'est celui qui a fait le dessin. Voilà. Mais souvent, moi j'ai remarqué, dans une bonne équipe, quand on montre un dessin, c'est pour montrer la trouvaille du dessinateur. C'est pas tellement pour se jauger sur l'interprétation. Souvent, on montre comment le jeune est passé d'un dessin à un autre et on voit la construction. Ma question, c'était de savoir si éventuellement, justement, des guerres théoriques pouvaient araser la possibilité d'un diagnostic. C'était là où je voulais en venir aussi, au contraire, bien évidemment, et c'est tant mieux. Tout le monde est là pour éventuellement proposer des lectures plurielles pour le bien, évidemment, du patient. C'est que le rêve ou le dessin sont des équivalents, c'est-à-dire le rêveur ou le dessinateur. Le rébus, tu le mets là-dedans? Pour l'instant, je ne sais pas encore trop, je ne sais pas trop où le situer. D'accord. Le rêve ou le dessin sont la production d'un sujet. Celui qui a rêvé, qui a fait le rêve, ou celui qui a fait le dessin. En ce sens, l'inconscient est convoqué. Donc je dirais que ce sont des formations. Je ne verrai pas pourquoi un dessin ne serait pas équivalent à un rêve en tant que formation de l'inconscient. Voilà. Donc à partir de là, on peut dire qu'un rêve ou un dessin, c'est une formation de l'inconscient que le sujet va raconter ou va parler, et donc à ce moment-là, on fait un texte. Et dans ce texte, alors, de ma pratique, je propose un découpage très simple. C'est-à-dire, dans un dessin ou dans un rêve, chercher simplement une chaîne signifiante. Une seule, la tirer du début jusqu'à la fin,
Et à partir de là, que ce soit manifeste ou latent, quelque part, on s'en tape. Ce qui compte, c'est d'arriver à extraire ces deux signifiants, S1, S2. Ok. Pourquoi? Parce que Freud a fait la science des rêves tout autour du S1, c'est-à-dire le désir. Pardon. Non, excuse-moi. S2, le désir. Freud dit que le rêve est la réalisation d'un désir. Donc Freud a orienté toute sa trouvaille, et c'est logique, la première chose qui apparaît dans un rêve, c'est tous les déplacements, le scénario, les personnages qui partent et tout, c'est-à-dire la métonymie, tout le mouvement dans un rêve, donc le désir. Puis dans un rêve, il y a aussi des moments où il y a une image seulement, ou un dessin, justement, quelque chose de statique, mais qui emboîte deux, trois sens différents, et qui sont plutôt du côté de la métaphore, c'est-à-dire la métaphore de l'amour. Donc le S1, c'est l'amour. Lacan disait que dans une chaîne signifiante S1 flèche S2, il y a un en deçà et un au-delà. Le en deçà, il situe ce qui court dans la chaîne signifiante, c'est-à-dire le désir. Et le au-delà, c'est ce qui fait signe au sujet, c'est-à-dire l'amour. Donc moi, j'aurais toujours tendance à chercher à repérer la question du désir, la problématique du désir et la problématique de l'amour pour le sujet qui fait son dessin ou son rêve. Est-ce qu'il y a un nom qui peut être opposé à ça d'un enfant? Je ne veux pas dessiner. Je ne Bien veux sûr. pas, je ne peux pas, etc. Oui. Et donc, dans ce vide laissé par le non-dessin, comment tu t'en débrouilles? Mais s'il ne veut pas dessiner, il ne dessine pas. Voilà, d'accord. Mais alors, il non, parle. mais d'accord, il parle. Différemment, voilà. Et s'il ne veut pas parler, c'est pas grave, il joue. Il joue. Voilà, c'était Et en cette fonction des question des Oui, différents alors. types de pratiques. C'est-à-dire, le dessin, d'accord. S'il n'y a pas le dessin, il y a autre chose. S'il n'y a pas autre chose, enfin, Alors voilà. on va englober tout ça dans une seule unité, si tu veux. Un dessin, on trace tout le tour et on dit voici le corps du dessin. Le dessin, c'est ce qui est dedans. On délimite au couteau, enfin je sais pas. On découpe Oui. de la feuille blanche le dessin et on dit voilà le corps du dessin. Quand l'enfant ne veut pas dessiner et qu'il court dans la salle, il dessine aussi un corps. Donc à chaque fois, il est question d'un corps désirant qu'il s'agit de repérer. Ok. Que ce soit en acte, en présence, mais même en silence. Silence aussi. Il y a chaque silence a une teneur ou une épaisseur ou une musicalité différente. Et on le voit bien. Par exemple. Alors, justement, hier, j'ai une patiente qui arrive. C'est très court, je vous rassure. Ça fait longtemps qu'elle cherche à rencontrer un homme et tout. Et tout d'un coup, elle rencontre un homme. Donc elle arrive et dit « Je viens de rencontrer un homme », me dit-elle. Là, je dis « Bien ». Elle dit « Comment ça, bien ?» Je dis « Non, pas bien de rencontrer. C'est pas que je juge que c'est bien pour vous de rencontrer un homme. C'est simplement la manière dont vous l'avez amené. J'entends. Elle dit « Ah, on ne peut rien vous cacher. Je crois que je suis amoureuse. » Donc vous voyez, il y a quelque chose de l'amour là-dedans qu'il faut entendre dans une phrase qui pourrait dire quelque chose. Enfin, nous ne... Pardon? Créer un sketch de santé. Oui, mais ça s'est passé comme ça et elle m'a répondu. Et vous pensez que vous êtes toujours analyste quand vous intervenez comme ça. C'était trop marrant. Trop marrant. Mais ça, c'était pour illustrer l'épaisseur du texte. Oui. Quand vous mettez du gras ou de l'italique sur un texte. Mais on le fait avec les mots, avec la voix, le corps, avec votre corps aussi. Après, sur les cahiers de rêve, j'avais noté quelque chose d'intéressant. Vous vous posiez la question de comment... Est-ce que tu en as consulté toi-même? Enfin, est-ce que je sais pas, aller regarder, je crois qu'il y a des très beaux carnets de rêve de Gauguin. Et je crois qu'il y a un carnet de rêve de Degas, très, très magnifique, que j'ai vu. Et j'ai vu, là, en réfléchissant sur Pollock dernièrement, des bouts de carnet de rêve de Pollock au MoMA. Est-ce que tu as eu envie d'aller regarder l'esthétique d'un carnet de rêve d'un artiste? Ou cette esthétique-là, elle est un peu à la marge de ce qui te retient? C'est à la marge de ce qui me retient. Mais j'expliquerai pourquoi, parce que je crois que moi, aujourd'hui, je ne travaille plus avec les rêves. Comme certains analystes.
Mais ça, c'est un autre débat. J'ai bien fait de faire l'introduction. Oui, absolument. Quand tu as parlé de ça, j'ai dit super, on va pouvoir en parler de l'interprétation des rêves. Est-ce que c'est encore contemporain Est-ce ou que pas? c'est contemporain ou pas? Donc on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Mais sur le carnet de rêves, rêves. la seule chose que je voudrais dire, c'est toujours en référence à Freud, la Oui. construction dans l'analyse, c'est que on remarque bien dans notre pratique qu'un rêve, Est-ce que un tu veux autre juste, rêve, pardon, avant que tu parles, désigner toi ce que tu dis psychanalyste. Carnet de rêve, c'est tu demandes par exemple à ton patient de tenir un carnet de rêve, c'est ça que tu appelles carnet de rêve, toi? Ben, ils le font eux-mêmes. Même Et moi, ils viennent avec? Non, te ils viennent montrer pas avec. Tout est dans la parole. Là. D'accord. Mais non, mais c'est Mais- important, non, parce que là tu dis ça Mais- comme une donnée. Moi j'imaginais peut-être aussi qu'il peut y avoir Par une exemple, séance sur où le les mec vagues. arrivait Oui. et il te disait, là, pendant cette semaine, Mais voilà mon carnet c'est une de situation, rêve. Agnès, je ne vois pas pourquoi elle n'existerait pas. Elle peut très bien Elle exister. existe, d'accord. Oui. Toutes les situations existent. Mais par exemple, moi-même, dans mon analyse personnelle, je sais qu'il y a eu des rêves que j'ai notés. Noter ou dessiner? Notés. Noter. Après, il y a des rêves où j'ai noté avec un petit dessin, parce que le dessin était plus représentatif de quelque chose. Je ne sais pas comment C'était dire, ce qui plus qu'un surgissait. mot. Voilà, c'est ça. Le visage d'une personne, par exemple. Oui. Ou même, une fois, j'étais un petit fragment de rêve, je racontais à mon analyste que je ne comprends pas dans ce rêve pourquoi je sors de l'ambassade de Corée. Aucune idée pourquoi c'est de Corée alors que je rentre du Japon. Alors après, on peut faire des liens, Japon, Corée et tout, mais elle, tout de suite, elle m'a dit des Corée. Voilà, parce qu'il y a eu chez moi une chasse des diplômes pour ma mère, pour le désir de ma mère, pour la contenter. Mais c'est aussi un épuisement et un parcours de souffrance. Donc, ce décoré a fait chuter un désir de combler la mer chez moi, par tous ces titres. Donc, ça m'a libéré. Bon, ça a un coût aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc, je reviens au cahier de rêve. Donc, j'ai chez moi, après 22 ans d'analyse, une petite boîte à chaussures dans laquelle j'ai des séances que j'ai notées, des petits cahiers où j'avais noté des choses et d'autres. Est-ce Et que puis, il y a tu des rêves. bien que tu notes quand tes patients viennent te voir? Non, ou que des gens je parle de t'envoient? moi. Tu parles de toi? Oui. Les tiens Les propres. miens. Et donc, si je voulais, je pourrais faire un cahier de rêve. Quel est Est-ce que tu l'intérêt? t'y replonges? Est-ce que tu Ah, as, oui, ça, tu y retournes? Oui. C'est pas une chose qui est déposée et après, au revoir, c'est J'y lâché. retourne Tu y retournes? comme nous tous, nous retournons à nos photos, je pense. D'accord. C'est-à-dire, il y a des moments où, je sais pas, vous êtes en vacances au bord de la plage, vous Ça êtes fait plaisir. dans votre maison là, il se trouve qu'il y a un carton avec des photos, vous allez Donc les tu te voir. balades avec ta boîte? Non, je ne me balade pas avec ma boîte. Ah, excuse-moi, je fais juste une assise. Juste pour moi, pendant 10 ans, j'ai fait Oui. mon journal et là, je ne sais pas pourquoi, c'était en 2016, j'ai repris cette pratique diariste d'écrire. Et c'est très étonnant. Première pratique, c'est 10 ans de l'adolescence, etc., laissé de côté. J'y suis jamais retournée, ça ne m'intéresse Oui. pas. Et cette nouvelle pratique, au contraire, j'y retourne. Je ne sais pas si c'est de la complaisance, de la vanité, de l'orgueil, j'en sais rien. J'y retourne. Toi, donc, tu y retournes. Oui. Mais Et pourquoi et de quelle Pourquoi est-ce façon? qu'on aurait besoin de savoir pourquoi il faut qu'on y retourne à certaines choses et pas à d'autres? Je ne sais pas, je pose la question. Laissons-nous vivre simplement. Trop de questions, tu le désires. Vraiment. Trop d'interprétations, tu le désires aussi. Mhm. Hein, d'ailleurs, je vais vous raconter un petit exemple. Non, mais là, bon, c'est pas grave. Mais si, puisque- on est là pour puisque ça. ça me vient en tête. J'ai une amie qui a été voir un psychanalyste, un ponte de la psychanalyse, et elle lui dit « Voilà, j'ai un rêve à vous raconter. » Il lui dit « Revenez demain. » Voilà comment on travaille avec les rêves aujourd'hui. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite, hein, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui du rêve, c'est pour ça que je trouve que le rêve vient au niveau du dessin aujourd'hui, c'est juste un support, parce que nous interprétons le désir dans le rêve. D'ailleurs, le séminaire de Lacan s'appelle l'interprétation du désir, pas l'interprétation du rêve, qu'on se le dise. Hein. Donc ça donne déjà l'orientation pour tous les analystes qui viennent avec Lacan et après Lacan. Ce qui nous intéresse, c'est de localiser l'objet petit a du désir dans ce corps de chair gras, obèse, etc., qu'il faut réduire pour obtenir l'objet petit a, et je dirais plus la lettre petit a.
c'est-à-dire le réel dans le rêve. Voilà ce qui intéresse les contemporains aujourd'hui dans le rêve, c'est d'extraire la lettre du rêve, mais plus de s'intéresser au rêve, à ses couleurs, à ses scénarios, à son sens métaphorique ou métonymique, mais d'essayer d'extraire cette lettre qui fait signe au sujet. Et tu as parlé de style tout à l'heure. Du style, motif, je l'ai noté. ornement, Voilà, choses comme tout ça. Lacan disait dans les écrits, hein, c'est au début, le style fait l'homme en apprendant du fond. En fait, nous, on dit qu'une fin d'analyse menée jusqu'à bon terme, hein, parce qu'il n'y a pas un terme, bon, jusqu'à bon terme, disons, je préfère cette expression, Oui. jusqu'à bon terme, permet à la personne de localiser sa lettre, même s'il ne peut pas la nommer, mais cette lettre-là fera son style dans sa vie, son style d'écriture, par exemple, il écrira à partir de cette lettre qui a été la lettre de sa vie, en fait. Bon, c'est le cheminement que je propose, moi, c'est-à-dire de partir du rêve. L'interprétation des rêves, c'est important. Il y a des gens qui arrivent aussi, je ne sais plus quoi, excusez-moi, Oui, pardon, vas-y. micro incise. La semaine dernière, je prends un verre avec une amie, elle me dit ah, moi, de toute façon, je ne rêve pas. Alors, Tout le monde phrase, rêve, on le tout le monde sait. rêve, Oui. voilà. Non, Mais par c'est une exemple, belle dénégation. voilà, des assertions comme ça. Donc, tu ne travailles pas forcément sur le rêve, mais donc, cas de figure inventés, scène inventée. Quelqu'un vient chez toi, un patient vient chez toi et arrive en allégation première en disant enfin, pour moi, que les choses soient bien claires, hein, je ne rêve pas. Comment tu te débrouilles d'un truc comme ça? Je l'ai dit, c'est normal, vous n'êtes pas encore en analyse. Parce que dès que vous êtes en analyse, alors là, c'est magique. C'est magique. Alors non, c'est magique, je vous assure. Alors là, je ne peux pas avoir tort. Là, je dis une tautologie. Oui. C'est-à-dire, quand on commence en analyse, on se rappelle de ses rêves tout d'un coup. Parce qu'on veut apporter ce matériau. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce qu'on veut l'apporter? Parce qu'on est mu par un désir qui est pris dans le transfert. Et bien, c'est ce désir qui m'intéresse, moi. C'est pour ça que l'analyse dit « revenez demain, Oui. me le raconter ». Si votre désir tient encore, hein, ou sinon vous ne le raconterez pas, c'est que ce n'était pas important. Donc, elle lui propose le rêve, et lui, il lui dit le désir de rêve. Le désir de raconter le rêve. Voilà. Okay. C'est intéressant, mais c'est quand même... Enfin, on ne le fait pas à un patient qui vient d'arriver, hein, je vous rassure. Non, ce que je voulais dire, Agnès, c'est... Au moment où tu as embragué sur cette question, ce que je voulais dire, c'est que même si ce qui m'intéresse, c'est de localiser la lettre, l'objet petit a, le désir, le rêve, évidemment que, encore, j'utilise l'interprétation des rêves, mais ça, c'est pour faire des séances pour le patient. C'est-à-dire, il faut du temps pour que la personne puisse arriver à analyser ses rêves autrement que comme on sait le faire depuis Freud. Donc par moment, évidemment, mes patients, mes analysants me racontent leurs rêves, je les laisse interpréter. Je mets même 2-3 mots en disant, bah voilà, vous voyez bien que ça, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est pas un exemple. Non, mais comme par exemple, quand tu fais justement, vous voyez bien que ça c'est ça, et l'autre en face, il dit, mais. Il est très quel intérêt? Quel intérêt? Oui, so what? Bah, je lui dis, bah justement. Bah justement, voilà. oui, voilà. Quel intérêt? Okay. Et on va pouvoir passer à autre chose. Oui, next. Voilà. C'est un passage. Qu'il raconte son agenda, le patient, ou qu'il raconte un rêve, il y a la même richesse. Parce que c'est lui qui parle. Oui. Et qui parle et d'où il parle. C'est ça qui compte pour nous, analystes. Après, le reste, c'est toujours des ingrédients. On peut tricoter avec, hein. On peut cuisiner avec, mais on peut aussi s'en passer. Et pendant que lui ou elle te parle pendant une séance, est-ce que toi tu décides? Ah, alors moi j'avais un analyste qui dessinait, je suis parti. Parce qu'une fois, je me suis levé du divan et pour le payer, j'ai vu, il gribouillait. Voilà, c'est la question un carnet des pendant que je parlais. grafouillis, machin, Je suis parti. je te dis ok, non merci. Ah non, merci, je suis parti. Je me suis dit, mes mots, ça donne ça. Et je suis parti. Alors ça vient du cœur. Hein. Alors par contre, moi, quand mes patients parlent sur le divan, ils savent, hein, je pianote sur mon Facebook. Donc moi, je gribouille pas. Mais je tape, j'écris, je regarde. Mais j'écoute aussi, mais d'une écoute
pas flottante, j'aime pas ce terme de Parce cette que disent tes patients sur Facebook. Aussi, mais ça c'est autre chose, Ça, Alexandre. est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils peuvent en être mari ou J'ai des jumelés? patients qui m'ont choisi depuis mon Facebook et qui ont D'accord. accès à toute ma vie, parce que moi je mets toute ma vie dessus, donc il n'y a pas de souci. Moi je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qu'on ne peut pas gérer dans la vie entre deux personnes dans une relation humaine. J'ai pas envie d'un analyste qui fait le mort, ça existe, hein. Je l'ai fait déjà aussi. C'est-à-dire emmuré dans un silence absolu. Pas un mot. 22 ans et vous avez eu 5 mots d'analyse, vous êtes heureux. Ou alors, par exemple, avec Pierre Narbeau, j'avais des séances toujours d'une quinzaine de minutes. Et quand j'arrivais à tirer sur 20 minutes, j'ai appelé tous mes amis. Voilà, je suis resté plus longtemps. Bah, c'est ça aussi l'analyse, hein. C'est pas simplement ce qui se passe en séance, c'est aussi cette jouissance que vous pouvez avoir. On en parle très peu de ça, mais ça existe. Et la question de savoir si éventuellement, toi, il y avait eu peut-être la montée de faire un dessin chez toi. Jamais, est-ce que cette envie-là, elle a surgi? J'en ai fait un récemment que j'ai publié sur Facebook, mais il faudrait que j'arrive dans mon fil d'actualité à le retrouver. Je vais le retrouver. Un rêve, un dessin. Excuse-moi, c'est vraiment un truc, c'est unique? C'est la seule fois que ça t'est arrivé? Ou ça t'est arrivé d'autres fois? C'est la première fois que ça t'est arrivé? Moi, je suis un homme de mots. Je crois aux mots qui comptent. Donc, oui, mais alors, une des questions de ce séminaire aussi, c'est de voir pourquoi est-ce que de temps en temps, c'est les mots qui montent et qui s'affichent, et pourquoi de temps en temps, c'est le graphe, le signe, le dessin. Donc là, tu dis, moi, je suis un homme de mots. Et donc là, à ton avis, et pourquoi, c'est des hypothèses, on est juste là pour dire pourquoi à ce moment-là... Est-ce qu'il existe un dessin qui pourquoi n'est pas c'est sorti monté là par des mots? Mais oui, mais pourquoi? J'imagine ça a dû se poser plein de fois. Et en fait, non, tu as toujours trouvé... Je parlais tout à l'heure de la transformation, métamorphose, formation de... Là, c'est très intéressant le travail de la fille italienne dont je parlais tout à l'heure. Tu pourrais dire de temps en temps, ce qui monte, parce que ce sera plus parlant, c'est un dessin. Ou un signe. C'est pour ça que le griffouillis, ce ne serait pas forcément merdique. Hein. Ah non, non, ça pourrait, non, ça pourrait dire... voilà, ça pourrait être des lignes qui font sens. Oui. Toi, tu n'écris pas, tu fais autre... Enfin, voilà, à autre chose, c'est-à-dire le dessin est antérieur à l'écriture. Oui. On est d'accord. L'enfant, il commence à dessiner alors qu'il ne parle pas encore. Il peut débrouiller. Oui. On est d'accord. D'accord. Hein, il attrape des crayons de couleur, non? Non, il faut d'abord qu'il parle avant de dessiner? Ou il peut dessiner avant de savoir parler, avant ses 2 ans? Moi, je pense on parlait de cette question d'innocence tout à l'heure. Oui. Voilà, mais il n'y a pas d'innocence, ça n'existe pas l'innocence. C'est-à-dire que l'enfant de moins de 2 ans qui commence à dessiner, c'est déjà pas innocent. Il fait le meurtre de la chose, le das Ding. C'est-à-dire un trait, un dessin, une couleur, un mot, ça vient rayer la chose maternelle. Das Ding, le concept freudien. L'acte de création est le meurtre de la chose. Hein. Donc, moi, l'innocence, je me méfierais. Tu te marres. Voilà. Mais je veux bien considérer que ce premier petit meurtre de la chose est innocent. Voilà. Et à l'innocence de croire qu'il n'a pas d'impact particulier, si tu veux. Alors, ton dessin que tu as publié, est-ce que tu peux raconter l'histoire de la séance? Je ne l'ai pas encore trouvé. Ah bon, non, mais c'est pas grave, même si tu ne le montres pas, tu racontes. Pourquoi le dessin et est-ce que tu peux raconter le contexte? Et pourquoi ce dessin il est sorti? Quelle heure est-il? On est bien? Non, ça va. On est bien. Quelqu'un à l'heure? Moins 20? Ça va. Excuse-moi. Non, rien, juste c'est l'histoire du dessin que tu as publié, pourquoi est-ce qu'il est venu? Non, en fait, c'est parce que tu m'as invité ici, de par ma pratique en CNDP. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ici sur le dessin? Et donc, je me suis dit, c'est l'équivalent d'un rêve. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Moi j'aimerais savoir, à travers Lacan, oui. Comment est-ce qu'on pourrait analyser donc, le dessin de rêve au regard de ce qu'il appelle le symptôme, c'est-à-dire l'œuvre d'art, les effets décrits et l'escabeau joycien. Parce que moi j'ai l'impression, je croyais qu'on allait parler exclusivement de ça, dessin de rêve, et comment le dessin peut faire tenir les trois
Enfin, Alors les trois, ça serait quoi? Il a dit le symptôme. le Le symptôme ou le symptôme? le symptôme, Le symptôme, d'accord. comme dessin, comme Oui. œuvre, qui fait tenir J'ai compris. les Oui. trois anneaux lacaniens, le symbolique, les réels et l'imaginaire. D'accord. Et Oh, alors là, Alexandre, quel vaste projet, quelle ambition. Moi, je ramène le rêve Le plus au niveau compliqué. du dessin. Lui, il prend le dessin et le met au niveau du symptôme. Donc, il le met même au-dessus du rêve, là. Mais moi, je l'aurais mieux fait en voilure tout en haut aussi. Bah, comme Tout ça, en haut. en voilure recouvrante. D'accord. Moi, mais de loin, hein, je le mettais aussi ouais, en dôme, comme ça. Mais justement, en sachant sûrement pas. Moi, j'avais envie de Non, non, suggérer quelque vous chose. êtes... Oui, allez-y. J'avais envie de suggérer, en fait, c'était une question que je voulais poser, puis en fait, c'est la suite de ce que dit monsieur. C'est une question qui est de dire est-ce que le rêve et le dessin n'auraient pas un espace qui leur sont propres et qui sont, comment j'ai appelé ça, ils existeraient par essence, et le dessin a ce lien au rêve qui l'unit les trois volets d'une part, ou qui sont mis en hauteur, puisque l'espace et le jeu des intentions, des espaces, des formes, c'est d'une autre nature que le mot. Par contre, le rôle de l'analyste et de l'analysant aussi, c'est d'aller chercher l'information. Et la lettre dont vous parliez, est-ce que c'est ça, cette information qui reverticalise et qui redonne du possible, qu'on appelle le désir ou le réel, le moteur. Mais du coup, c'est un autre espace essentiel qui n'est pas un récit, qui n'est pas une représentation, et qui est spatial. Tu places le dessin. Alors, Ici, on a un je vais prototype répondre de à la question. dessinateur de Voilà. ce genre. pour moi, un dessin sans celui qui fait le dessin, ou un rêve sans celui qui fait le rêve, ça ne peut pas exister. Non, mais c'est bien pour ça que c'est un espace propre et intentionnalisé, Donc, vectorisé. donc forcément, s'il y a un sujet au dessin ou au rêve, il y a que le sujet est dans le langage et donc il y a les mots. Oui, ce que j'appelle l'information. Voilà. Donc pour moi, je mettrai toujours le sujet à l'origine et au-dessus de toutes ces formations, de toutes ces perles qui pourraient enchâsser dans un collier. Ah oui, J'aurais pas comme l'idée. producteur. J'aurais pas l'idée de mettre un dessin comme un espace qui serait propre à lui-même au dessin. Ni un espace, le rêve par exemple, un endroit où on peut aller. Pour répondre aussi à Alexandre, je veux bien élever à la dignité de la chose ce que tu veux. Le projecteur, le verre d'eau, l'eau, la bouteille Évian, ou le stylo, ou le cahier, ou le dessin, ou le rêve. Mais je crois que l'ambition la plus digne, c'est de relever le sujet et de l'élever à cette dimension. Parce que c'est le sujet qui produit tout ça. Alors plutôt que de partir d'un produit, partir du producteur. Enfin, j'aime pas, mais ça donne l'idée, hein, métaphoriquement. Mais je dis pas que le sujet est un producteur. c'est la phrase, c'est le dernier échange qu'on a eu sur Facebook, c'est le beau est la dernière barrière avant la chose. Oui, alors, on parle de Daseling, mais je ne sais pas si tout le monde connaît Daseling. Si, vous connaissez. Enfin, je suppose, donc vas-y, redis deux mots. Non, mais dans le séminaire 9 d'identification, page 13 ou 7, au tout début du séminaire, il y a cette phrase absolument magnifique et très belle de Lacan. Tu l'as en entier ou pas? Moi, je déforme Oui, tu défends. la Hein. citation. Je vais vous la retrouver, je l'ai postée il n'y a pas de temps. En somme, il y a la chose, Daseling, dans laquelle, quand le sujet s'en sépare, il y a un objet qui tombe, qui est irrémédiablement perdu. C'est l'objet freudien. Ouais. Hein, c'est Freud qui dit cet objet est irrémédiablement perdu. Et c'est parce qu'il est perdu, qu'il vient à manquer, que quelque chose qui va s'appeler le désir va commencer à exister. Le désir, ce n'est jamais que de chercher dans un objet, cet objet perdu, et de vérifier que ça ne l'est pas, et de passer à un autre objet, que ça ne l'est pas. Le désir, c'est le tourment de l'homme. C'est-à-dire, c'est cette tragédie, donc les dieux au-dessus d'eux n'arrêtent pas de rire de nous en disant «
Oh, il court après un objet perdu. Qu'est-ce qu'il faut être bête, hein? Eh bien, Lacan dit qu'il y a une manière de retrouver cet objet, et c'est dans le séminaire 9, et c'est une poésie romantique pour le coup, parce que c'est dans la mort. C'est-à-dire que la dernière barrière à atteindre la chose qu'on ne peut pas atteindre, ou l'objet est perdu, c'est de se faire cet objet qui a été perdu dans la chose, et de venir à cette place-là, c'est-à-dire de passer de sujet de ma vie à objet perdu de la chose maternelle, c'est-à-dire venir enfin réussir à combler la mère de toutes les mères, par exemple, hein, une autre manière de le dire, il faut traverser cette barrière qui s'appelle la beauté. Et quand on la traverse, ce qu'on connaît, c'est un affect très particulier qui s'appelle l'agonie. On agonise. Il y a des histoires d'amour qui vont comme ça, c'est-à-dire qui commencent dans l'amour et qui finissent par agoniser. Et dès que vous voyez l'agonie surgir, vous vous dites attention, très attention. C'est comme dans la mélancolie, très attention. Ça peut aller plus loin que simple. Moi, j'ai travaillé chez SOS Suicide quand j'ai commencé, parce qu'il fallait savoir qu'est-ce que c'est qu'un patient. Donc, j'ai travaillé à Sainte-Anne et à SOS Suicide. Et à SOS Suicide, on se demandait comment on distingue une TS d'un suicide qui va... tentative de suicide, qui est en fait un appel, un message délivré, du suicide où la personne n'en parle pas et va le réaliser et va vraiment mourir. Comment on distingue les deux? En fait, par rapport à ce que je viens de dire, on pourrait repérer cet affect de l'agonie. Celui qui est dans la TS, il souffre, il n'agonise pas. Celui qui va réaliser son suicide, il agonise tellement qu'il n'y a plus de mots pour dire son agonie, et donc il n'y a plus que l'acte, le passage à l'acte suicidaire. Mais c'est très beau ce que dit Lacan, parce que ça peut servir à beaucoup de choses. Vas-y, lis-nous ça, et après moi j'ai ma question sur le rébus. Ah bah, je ne vais pas la lâcher. Je te la pose tout de suite là. Ah, moi alors attends, non, vas-y. si je cherche. Non, cherche ça. Moi, cette question, c'est Freud qui dit « Le rêve est un rébus. Nos prédécesseurs ont commis la faute de vouloir l'interpréter en tant que dessin. » J'adore cette phrase. Je crois que dans mes carnets, je l'avais recopiée, me semble-t-il, en 2013. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de retrouver hier pourquoi j'avais mis quelque chose dans ce cahier de 2013. Le rêve est un rébus, nos prédécesseurs ont commis la faute de vouloir l'interpréter en tant que dessin. Il y a un Rêve, lien, rébus, dessin. Pardon, il y a un lien entre vos deux phrases, c'est pas du tout antinomique, c'est que le rébus c'est... Je dis pas que c'est antinomique, je dis que je voudrais qu'on explique. Oui, mais justement, c'est dans le rébus, il y a l'idée que dans un lapsus, enfin, ou de manière générale, qu'un acte manqué est un discours réussi. C'est pour ça que je fais le lien avec ce que vient de dire Philippe. Oui. C'est que Lacan rajoute le suicide est le seul acte manqué qui ne rate jamais. Donc c'est presque le même sujet. Ouais. Est-ce qu'on pourrait quand même qualifier cette question du rébus? Parce que pour moi, c'est pas clair d'un point de vue même lexical. En fait, et j'ai l'impression que c'est employé souvent de travers. Monsieur dit par des mots de la résultante, c'est le sujet qui le donne. Il me semble que le rébus, c'est ce qui peut s'interpréter, c'est le collage qu'on fait des signifiants pour pouvoir aboutir à quelque chose, une information essentielle. Et du coup, alors que le dessin s'éclate dans un espace et est une forme, le rébus, lui, il a des sens, il est à observer dans ce qui se recolle, quoi. C'est pas le même regard. Même sur moi, je voudrais savoir si tu utilises le rébus comme outil, comment tu regardes le rébus, comment tu définis le rébus. Non, parce que même c'est assez étonnant. Pardon, ne pleure pas. Ne pleure pas. La question qui m'intéresse. Je ne veux pas plaider pour mon ignorance, mais non, mais moi par exemple. Ce mot rébus qui me tombe dessus, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais absolument pas quoi en faire, ça ne me parle. Mais alors, tu sais que c'est assez intéressant parce que je relis ça. J'ai l'impression d'être dans un fascinum, c'est-à-dire figé sur place où tu ne peux plus penser. Bon, et bien c'est pas grave, parce que alors, moi aussi ça m'a fait un peu alors ça. Je vous laisse non, parce que la c'était assez drôle parce que je me suis dit, je relis ça, ça faisait longtemps que j'avais lu ça. C'est Freud qui en parle. Oui, et là je me suis dit, mais c'est drôle, c'est un mot oublié. Oui, la phrase c'est celle-ci. C'est dans le séminaire 9 d'identification. Bon, il n'est pas publié par Jacques Miller, donc
Ils le savent, ceux qui ont autrefois écouté mon séminaire sur l'éthique, celui où j'ai exactement abordé la fonction de cette barrière de la beauté sous la forme de l'agonie, qu'exige de nous la chose pour qu'on la joigne. Donc la chose fait appel toujours à ce qu'on se... Qu'exige de nous? Je peux parler d'un film? Vas-y, mais tu es là, you're the guest. D'accord. Il y a un film magnifique au cinéma en ce moment, il faut aller le voir, ça s'appelle Oh Lucie, un film japonais. J'ai vu l'affiche, j'ai pas vu. D'accord. Qui l'a fi- vu? Non. Alors, vas-y, raconte-nous. Donc là, la phrase me fait penser à ça. La chose exige qu'on traverse la barrière de la beauté sous la forme de l'agonie pour qu'on la joigne. Donc c'est la chose qui vient appeler le sujet. Il y a comme un appel de la chose au sujet. Et bien dans Oh Lucie, au tout début, il y a toujours le métro passe. Et elle est prise dans ses pensées, elle pourrait tomber sur la rame de métro, tellement elle est désespérée, et mourir par un suicide qui aurait été un sort de happage, c'est-à-dire d'attirance gravitationnelle. Mais il y a toujours au Japon cette attention à l'autre. Donc il y a tout d'un coup l'agent de gare qui lui fait « Hé, ça peut être dangereux !» Et tout d'un coup, vous avez filmé au ralenti ce mouvement où elle était happée et elle est rattrapée comme ça, au ralenti, et vous voyez ce mouvement de toute beauté. Donc c'est ce moment où Lacan dit, eh ben, il y a la beauté justement dans cette scène, parce qu'il y a cette barrière du beau entre la mort et la vie. Et il y a quelque chose qui veut appeler et quelque chose qui retient. Ce qui nous retient, ce sont le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, ce sont nos autres. Hein. Est-ce que peut-être pour engager la discussion de la fin de ce séminaire, ce serait qu'est-ce que c'est qu'être un psychanalyste lacanien en 2018 et qu'est-ce qu'on fait des rêves et qu'est-ce qu'on fait Alors, du dessin EIN Oui. et du dessin IN? Du dessin. EIN au sens de projet. Ah, dessin. dessin, d'accord. Qu'est-ce que tu fais du dessin Alors moi je crois qu'il n'y aura plus d'analystes lacaniens du tout en 2018. Il y aura des analystes en leur nom propre. Parce que le propre de Lacan, c'est de dire, enfin c'est de nous aider à trouver notre lettre dans la cure. Et en trouvant notre lettre, c'est-à-dire on trouve ce qui nous est le plus singulier, et c'est de ce singulier-là dont on se supporte comme analyste. Donc il n'y aura plus un analyste avec un courant je suis lacanien, je suis freudien, ça c'est une époque. Aujourd'hui, vous regardez, il n'y a pas tellement de maître. Est-ce qu'on peut venir vers toi par rapport à une appartenance, une filiation? Tu ne Non, revendiques rien. Non, parce que moi je suis un psychanalyste devenu absolument indépendant. C'est-à-dire attaché à aucune école. Est-ce que c'était important pour toi, avant de te mettre dans une filiation, et maintenant de dire je suis moi Non, et c'est terminé? Est-ce que tu peux expliquer moi, ça? Bon, pour les analystes de ma génération, je pense que c'est important d'être affilié à une école pour pouvoir la quitter. Oui. Mais on ne va pas quitter quelque chose où on n'a pas été. D'accord. Hein, c'est Freud qui disait on ne fait pas le deuil de l'objet in absentia. C'est-à-dire, si l'objet n'est pas là, il faut le construire dans la cure avant d'en faire le deuil. Donc, je pense que les analystes de ma génération, il faut qu'ils aient quand même rejoint une école, travailler, diriger des cartels, tenir un séminaire, publier, écrire, intervenir, etc. Parce que ça fait partie du devoir de l'analyste en communauté. Mais dans cette communauté, il y a toujours une forme de maltraitance ou de quelque chose qui ne va pas. Parce que le groupe, c'est toujours compliqué. Et même si on a été analysé, il y a des enjeux de pouvoir, d'argent, de prestige. Et ça, il faut pouvoir s'en décaler à un moment. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour mon dernier analyste, j'avais choisi Philippe Julien en lui disant, première séance, parce que vous êtes indépendant, vous êtes à aucune école. Sauf qu'il venait de créer la lettre latine. À ce moment-là. Ça, c'était... Ouais. Bah, moi, en fait, c'était pas vraiment une question, c'était un moment où vous avez été coupé, c'était pourquoi le dessin, vous y êtes intéressé là, sachant que vous alliez venir. Ah oui, vous avez dit que vous bien. alliez venir à la séance et donc, enfin la séance, pardon, je dis à la En fait, séance. c'est Agnès qui m'angoisse en me disant tu vas parler du dessin du rêve. Moi, je serais bien venu parler que du rêve, pas du dessin, puisque finalement, comme Freud, je n'aime pas trop les dessins. Donc, j'ai essayé d'inclure le dessin et j'en suis arrivé à j'ai essayé de le mettre à l'équivalent du rêve. Donc, pendant une séance, elle me racontait son rêve
Et moi, je me suis surpris parce que j'étais dans cette démarche de perspective, de devoir parler du dessin. En fait, je l'ai écouté et j'ai vu apparaître un dessin. Son rêve comme un dessin. C'était la première fois que ça t'arrivait? Oui, c'est la première fois qu'il m'est arrivé. C'est de ta faute. Donc, ce dessin m'apparaît et je me dis, mais en fait, c'est bête, un rêve, il n'est pas raconté, ça serait un dessin tout simplement. C'est-à-dire, en fait, le dessin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une image, voilà. Est-ce que tu peux la... Tu ne la retrouves pas, c'est pas grave. Je l'ai retrouvée. Ah, tu l'as retrouvée? Ah, Vous voulez le texte ou... Non, je sais pas comment est-ce qu'on peut la voir. Tu peux le mettre sur le... Non, c'est dans ma tête le dessin. Alors, vas-y, Alors, mais je raconte le raconte-nous. dessin. Moi, j'aime encore mieux l'imaginer que le voir. Vas-y, raconte-nous ce que tu as dessiné. C'est une femme, elle raconte, c'est un rêve très long, très long, très long. Mais il se trouve qu'il y a un moment clé du rêve où la femme arrive dans la rue avec ses poubelles qu'elle va poser, et tout d'un coup, dans la grande poubelle, elle se dit « Oh non !» Elle renverse la grande poubelle dans la rue, elle ouvre tous les sacs poubelles, et elle va trier ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas biodégradables, etc. Donc elle s'en est rendue compte. Et donc, on a cette belle blonde hystérique, très apprêtée, dans son tailleur Chanel, qui est en train dans la rue de fouiller les poubelles, comme ça. Donc moi j'ai eu le dessin comme ça, j'ai vu un tableau impressionniste fauve, avec toutes ces couleurs et tout, ces éclats, où il y avait cette femme, ma patiente donc, que j'imaginais très bien dans ce tableau, en train de trier tout ça. Et tout d'un coup, elle raconte dans son rêve qu'une personne lui dit, comme ça, au loin, à une autre personne, et elles ont une conversation, t'inquiète pas, c'est juste une décompensation psychotique. Voilà, elle est en train de Dans son rêve, elle dit ça? Oui, c'est dans son rêve, dans son rêve, alors qu'elle fouille les poubelles. De l'autre côté, elle entend une conversation entre deux femmes qui disent, deux voisines qui disent, ne t'en inquiète pas, elle est en décompensation psychotique. J'adore. Voilà. Donc tu as dessiné ça? Voilà, dans ma tête. Et donc je me suis dit, un dessin, une phrase, ben en fait, il faut toujours les mots, hein, que ce soit un rêve ou un dessin. Si on veut que ce soit porteur du message de ce qui veut être dit par le sujet qui rêve ou le sujet qui dessine, il faut en passer par les mots. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, dans l'image, il y a déjà la chaîne signifiante S1, S2. Le S2 trié, c'est tout ce qui est en mouvement. Donc elle trie les objets de désir, les objets de non-désir. Donc le signifiant S2 du désir, c'est trier. Et c'est vrai que dans sa vie, elle a du mal à trier dans ses relations amoureuses. Où est le signifiant de l'amour là-dedans? Ben, c'est la poubelle, l'ordure, le déchet. Donc, dans les situations amoureuses, pourquoi être en amour, c'est se faire le déchet de l'autre. C'est-à-dire être sous l'emprise de l'autre. Donc ce rêve le délivre une chaîne signifiante avec deux messages. Mais ces deux messages n'ont pas besoin de la phrase qui, moi, en tant qu'analyste, m'intéresse. Et c'est que la phrase qui m'intéresse. Alors évidemment, on a pris le temps de repérer le S1 et le S2, mais ce qui m'intéresse, c'est une décompensation psychotique. Donc à partir de là, il faut dégraisser pour obtenir le fond niveau, si on veut. Donc de décompensation, on est passé à compensation et on est arrivé à pensation. Comme pour penser quelque chose d'une blessure, par exemple. Mais pensation, c'est un mot qui n'existe pas en français, c'est un néologisme. Donc il y a bien quelque chose d'un très psychotique. Il n'y a que le psychotique qui qui crée des néologismes facilement. Donc on a extrait de ce rêve une fleur de lettres qui est pensation, c'est-à-dire P-E-N-S-A-T-I-O-N, comme une fleur. Après, dans toutes ces lettres, il va falloir trier pour qu'elle choisisse celle qui lui convient d'arborer dans sa vie.
Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Christophe Jarroud, est-ce que tu veux intervenir Non, pour le mot de la fin? je me posais la question, enfin, à 2 reprises a été évoqué une chose, à savoir le rapport distant de Freud au dessin. Alors là, depuis tout à l'heure, je sais pas, en licence d'esthétique, il me semblait avoir vu à un moment que Freud s'occupait a écrit sur De Vinci et puis est allé à Rome, est allé, je sais plus, en Italie, retranscrire des dessins. Enfin, il me semble en effet, ouais. Il n'a pas un amour du dessin, mais il a un usage du dessin. Un usage, oui. Oui, donc, c'est-à-dire que le dessin l'intéresse comme support, ou comme message, ou comme sens. Et il va acheter des dessins, des sanguines, etc. Il va collectionner, etc. C'est un grand collectionneur, Freud. Oui. Mais même d'images. Ce que je veux dire, c'est pas un amour du dessin. Oui, mais C'est un usage. en même temps, il a pratiqué, il me semble. Mais je crois qu'il faut l'écouter, quand il dit qu'il n'aime pas le dessin. ouais. Désolé pour le retard. Mais pas je du m'en tout, excuse. merci pour cette très belle séance, très passionnante. Merci à Barbara Perry et à Léo pour le film.